Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de NDE. Alors les NDE, comme chacun sait, ce sont des expériences de mort imminente. Et en traduction, c'est la traduction du mot Near Death Experience. Voilà, donc ça veut exactement dire ce que voilà, des expériences de mort imminente. Voilà. Alors pour parler de ces expériences. J'ai le plaisir d'accueillir Eliane. Alors Eliane nous vient de Bretagne. Voilà, c'est une compatriote. Elle habite pas loin de Brest, puisqu'elle elle habite du côté de Rennes, entre Rennes et Nantes, à Bain de Bretagne. Bain de Bretagne. On va y arriver. Voilà. Alors, je suis très content de t'accueillir, Eliane, et très heureux, oui, bien sûr. Voilà. Et merci à toi, Jeff, de m'accueillir aussi. Et merci à tous ceux qui participent à ton émission, parce que c'est très important de pouvoir témoigner. Je pense que c'est le but même de nos émissions, c'est de partager et d'apporter quelque chose aux gens qui en ont besoin, et d'apporter quand même une certaine connaissance, quoi. Voilà, et d'où le fait de t'inviter, parce que je pense que tu as quelque chose à apprendre à certaines personnes, tout simplement. Voilà. On a tous à apprendre des autres. Voilà, on apprend toute notre vie, comme on dit. Voilà, on apprend toute notre vie. L'important, c'est aussi de savoir partager des expériences qu'on a pu faire, et puis de ne pas se sentir isolé, parce qu'après certaines expériences, on a l'impression d'être un petit peu sur un autre monde, et de ne pas être compris, en fait. Tout à fait. Et donc, de trouver d'autres personnes qui peuvent témoigner de ce qu'on a vécu, c'est quelque part rassurant, et en même temps c'est enrichissant, parce que on se dit que c'est une expérience qui n'est pas unique, mais qui est unique dans ce qu'on vit. Justement, toi, tu as, en parlant d'expérience unique, tu as donc vécu une NDE, et c'est un peu pour ça que nous avons invité, pour venir en parler et voir un petit peu ce que ça t'a apporté, les différentes phases de l'expérience. Voilà. Alors j'aimerais savoir déjà le début, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette NDE, le pourquoi du comment, quoi. Alors il y a un peu plus de 22 ans, presque 23 ans maintenant, on a détecté donc un cancer de l'utérus. Donc je devais être opérée en urgence, et ça s'est passé en l'espace la décision s'est faite sur l'espace d'une quinzaine de jours. Oui. Donc à l'époque, j'avais 2 enfants de 2 ans et demi et de 14 ans et demi, avec qui j'étais seule. Et cette opération, pour moi, était très importante, parce que j'avais mes enfants à élever derrière, et ça ne pouvait pas ne pas bien se passer. Voilà. Je n'avais jamais entendu parler de NDE auparavant. Pourtant, j'ai été 10 ans dans le milieu médical, j'étais assistante opératoire. Et pour moi, la NDE, c'était pas quelque chose de connu. Je n'aurais même pas pensé que ça puisse exister. D'accord. Mais donc, c'était donc une opération de l'utérus. C'était pour enlever l'utérus. C'est une hystérectomie. Oui. Voilà, donc c'est en urgence. Donc, il s'est passé quelque chose d'assez étrange la semaine avant que je me fasse opérer. J'ai eu ma grand-mère en rêve. Ma grand-mère a toujours été très présente. Elle est décédée il y a longtemps. Et elle a toujours été présente dans ma vie à des moments particuliers. À chaque fois que j'ai eu des décisions à prendre, des changements importants, elle a été là présente. Alors on peut dire en rêve, en présence, peu importe. La semaine d'avant, je l'ai eue en rêve. Elle était au milieu de tout un tas de gens. Et j'ai voulu aller l'embrasser. Elle m'a dit non, tu as encore le temps de venir me rejoindre. Et j'en ai parlé à mes parents. Je dis c'est étrange ce rêve, mais ça en est resté là. Oui, mais donc, ce qui veut dire qu'avant même de faire cette NDE, tu avais déjà des capacités à recevoir les messages, on va dire. Ça, oui, ça existe depuis très longtemps. Hein. Ça, c'est une autre histoire, mais depuis que l'âge de 8 ans, j'ai des flashs conscients, des relations particulières avec, je ne vais pas dire l'au-delà, mais avec les deux mondes. Mais ça, c'est encore quelque chose de particulier. Et au moment où j'ai fait ce rêve, je n'ai pas du tout pensé que ça pouvait être un message qui aurait pu me dire, ne t'inquiète pas, il va se passer quelque chose, mais ce n'est pas le moment que tu me rejoignes. J'ai pas du tout pensé ça comme ça. Par contre, ma mère, je l'ai appris longtemps après,
est allé brûler les cierges le jour où je me suis fait opérer. Voilà. Donc en fait, ta maman voulait un message de façon à savoir que tout allait bien se passer en fait. Voilà, certainement, mais je ne l'ai appris que longtemps après. Donc et d'ailleurs, cette NDE, je ne l'ai découvert que beaucoup plus tard. Ce que c'était, je ne l'ai découvert que beaucoup plus tard à travers la lecture d'un livre, je ne sais plus le titre, La vie après la vie, la vie après la mort, je ne sais plus comment ça s'appelle. De Raymond Moody. La vie après la vie, peut-être. Oui, c'est le livre de Raymond Moody. La vie après la vie. Voilà, c'est ça. D'accord. Par contre, donc, quand cette intervention a eu lieu, la première sensation que j'ai eue, c'est d'avoir extrêmement froid. Mais vraiment très très froid. Et donc, tout le personnel médical est arrivé, on m'a transfusé, on m'a mis des couvertures chauffantes. Et là, j'ai eu une impression d'un autre état. J'ai eu l'impression de me retrouver assise en haut du lit où j'étais. Et je les voyais tous s'activer. Et la sensation de froid m'avait quitté, mais je n'avais pas chaud non plus. Et j'entendais tout ce qui se disait. Oui, mais voilà, je pense que tu as été un petit peu vite. Est-ce que donc c'est que ça s'est passé quand tu es arrivé dans la salle d'opération? Non, alors en fait j'ai été opérée. On m'a ramenée dans ma chambre. Oui, voilà, parce que en fait on sait que tu as été opéré. D'accord. Donc le 22 janvier. Voilà, oui. C'était le 22 janvier. Donc j'ai suivi cette intervention, donc hystérectomie. Et on m'a ramenée dans ma chambre. Et j'ai eu la conscience d'être ramenée dans ma chambre et très vite d'avoir excessivement froid. J'avais vraiment très très froid. Et mais là, tu étais endormie là quand tu avais froid ou tu étais réveillée? Non, j'étais en train de me réveiller et j'ai eu la sensation d'avoir extrêmement froid. Pardon. Et puis donc, j'ai dû appeler ou je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Et j'ai entendu, mais vraiment entre deux états, tout le personnel s'activait autour de moi et je sentais que je partais. J'avais pas peur, mais j'avais de plus en plus froid. Et donc ils sont arrivés, ils m'ont perfusé, donc parce que j'avais perdu énormément de sang apparemment. Et à un moment donné, je me suis retrouvée avec une étrange sensation d'être assise en haut du lit et de voir tout ce qui était en train de se passer. D'accord. Donc là, à ce moment-là, tu étais pas encore en train de flotter au-dessus de ton corps là? Non. Là, j'étais au-dessus j'étais comme assise au-dessus du lit. Je me voyais dans le lit et je voyais tous les gens autour de moi. D'accord, oui. Donc tu flottais au-dessus de ton corps alors. Je flottais. Oui, et façon de parler. Ta conscience, on va dire que ta conscience flottait, ou ta conscience était autre, était partie, avait quitté ton corps. Voilà, je n'avais plus froid, mais je n'avais pas chaud. Et je savais qu'on était en train de me mettre des couvertures chauffantes, mais je n'avais pas la sensation du chaud. J'avais pas non plus d'appréhension. J'étais un peu comme un spectateur de ce qui était en train de se passer. D'accord. Et est-ce que tu as entendu des choses précises qui ont pu se vérifier par la suite, quoi? Vérifier par la suite. J'ai vu qu'on évacuait la dame qui était dans le lit à côté de moi, parce que j'étais dans une chambre double. Oui. J'ai vu qu'on emmenait cette dame. Donc c'était quand même apparemment très tard le soir. Hein. Donc ils ont emmené cette dame, ils ont fait le vide, ils ont placé les monitorings, il y avait vraiment beaucoup d'appareillage autour de moi. Et je les entendais dire, elle part. Et je me rappelle m'être dit, mais non, je pars pas, je suis là. Bah oui, forcément. Ta conscience était là. C'est vraiment quelque chose d'assez étonnant, l'impression d'être dans un rêve, en même temps de vivre ce qui était en train de se passer à l'extérieur, de voir toutes ces personnes autour de moi, toute cette activité, et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils n'entendent pas que je leur dis... La base virale VPS a été mise à jour. Voilà. Mais oui, j'ai essayé de répondre, mais bien évidemment, je ne répondais pas. En même temps, j'imagine que s'ils ont sorti la personne, c'est parce qu'ils s'attendaient que peut-être que tu puisses partir ou... Enfin, ils ne savaient pas si tu allais vivre ou mourir, en fait. Hein, et ils voulaient peut-être éviter à la personne qui est à côté de voir une personne qui s'en va, quoi. Peut-être, mais il y avait énormément d'appareils autour de moi. Il y avait des monitorings, il y avait des perfs, il y avait les couvertures chauffantes. Il y avait au moins 4 ou 5 personnes. J'ai appris qu'il y avait l'anesthésiste, le chirurgien,
une infirmière, et puis je ne sais pas qui étaient les deux autres personnes, peut-être d'autres infirmières. Et je me rappelle, à un moment donné, ils essayaient de me mettre une perfusion sur l'autre bras, et je voulais leur dire, attention, j'ai une veine qui claque, ne faites pas ça, je vais avoir un bleu. Oui, bah oui. C'était assez rigolo parce que j'avais l'impression de le leur dire, mais qu'ils ne m'écoutaient pas. Évidemment, j'ai eu un bleu sur l'autre bras parce que la veine a claqué quand ils ont voulu m'injecter, je ne sais pas quoi. Enfin bon, alors que j'avais déjà une perfusion, donc une transfusion sur le bras droit, et ils ont essayé donc de m'injecter quelque chose sur le bras gauche. C'est marrant quand et même. À un moment donné, donc, j'ai eu l'impression de m'élever encore plus. Et d'être, je vais pas dire happée, mais d'être comme emmenée, comme si je décollais complètement de ce lit où j'étais assise. Et je ne pouvais pas être assise sur ce lit puisqu'il n'y avait pas de tête. J'avais cette impression d'être assise en haut du lit. Et à un moment donné, je me suis retrouvée, mais vraiment comme si j'avais été à plat ventre. À plat ventre au-dessus de toi, quoi, en fait. Au-dessus de moi, en sens inverse. Et à ce moment-là, j'ai vu la photo de mes enfants, parce que ce qui est assez étrange, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais après que j'ai eu ce rêve de ma grand-mère, oui. Quand je suis partie donc à la clinique pour cette opération, je suis rentrée la veille, j'avais pris avec moi la photo de mes enfants, ce que je ne fais jamais. J'ai eu d'autres interventions avant et jamais je ne faisais ça. Et là, quand j'étais au-dessus, j'ai vu la photo de mes enfants. Et puis je me suis dit, mais voilà, mes enfants sont là. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée dans une... alors je ne sais pas si on peut appeler ça un tunnel. Oula, on n'en est pas encore, parce que moi je voulais savoir le rapport que ton esprit avait avec ton corps. Parce qu'en rien en fait. Comment? Rien ne m'étonnait. Ben oui, parce que je te vois donc en haut, au-dessus de ton corps, je te vois ressentir les on va dire les possibles douleurs que ton corps peut avoir. Mon corps n'était absolument pas douloureux. Rien n'était douloureux. Il n'y avait pas d'appréhension. Je vivais les choses comme un film qui se déroulait, sans émotion particulière. C'était un constat, voilà, c'était un constat. J'étais là. Oui. Et ça ne m'étonnait même pas. Quelque part, il n'y a pas eu de moment de panique, il n'y a pas eu d'étonnement. La seule chose qui m'interpellait, c'était tous ces gens autour de moi qui ne m'entendaient pas. Oui, mais quand même, en fait, ça peut vouloir dire que la conscience, la conscience qu'on est censé avoir dans le cerveau peut être autre, en fait, et se déplacer donc hors du corps et être quand même en conscience ou en connaissance de son propre corps physique qui reste allongé quoi, sur le lit, quoi. Oui, parce que pour moi, le lien n'était pas coupé. J'étais dans un autre état, en fait. Pour moi, c'était un autre état. Le corps matérialisé qui m'appartenait encore, qui était là et que je voyais. Oui. Et mon état plus éthéré, si on peut dire ça comme ça, qui était encore avec ce corps, mais qui vivait autre chose. Oui. Il n'y avait pas de coupure entre les deux. C'était deux états différents à un même moment. D'accord, c'est quand même bizarre, hein, quand même d'avoir son cerveau, enfin sa conscience en dehors de son corps, quoi. C'est bon quand on est médium ou qu'on est quand même ouvert à ce genre de choses, ça paraît bon. On va dire que c'est pas extraordinaire, c'est pas, mais quand même quoi. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui une personne lambda, va se dire mais ceux-ci sont pas bien quoi. Alors, honnêtement, je n'en ai pas parlé pendant des années parce que je me disais, on va me prendre pour une cinglée. Ah bah oui. Déjà, je l'ai appris, j'en ai eu cette conscience plus tard de ce que ça représentait après cette lecture. 3 jours après, quand j'ai été un peu mieux, que j'ai rencontré médecin, infirmière, anesthésiste, j'aurais dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'avais quand même, j'avais quand même la conscience qu'il s'était passé quelque chose. Tout à fait, oui. Mais je ne savais pas quoi. J'avais la conscience d'avoir été mal à un moment donné, parce que j'avais encore le souvenir d'avoir eu froid. Mais j'avais la conscience qu'il y avait un état
comment dire, un trou dans l'espace. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de la dame qui était ta voisine. Oui. Est-ce que tu as vu, parce que tu me dis que en fait, tu l'as vu sortir, mais j'aurais voulu savoir si tu as vu les étapes quand ils l'ont poussée, le déroulement du fait qu'elle sorte de la pièce. Ah ben oui, il y a eu 2 personnes qui sont venues la chercher, qui ont pris ses affaires, enfin voilà, qui l'ont déménagée en fait. Hein. Et cette dame-là, par contre, je l'ai revue donc 3 jours après. Et c'était assez étonnant parce que la première chose qu'elle m'a dit, ah ben vous n'êtes pas morte. Bah tu vois, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Ils l'ont déplacée parce qu'ils ont eu peur que tu décèdes en fait, et ils ne voulaient pas que cette personne te voie décéder tout simplement. Je suppose que c'est ça. Et si ça m'a fait une drôle d'impression, je me dis mais pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Elle va pas bien cette dame? Ben non, je suis pas morte, je suis là quoi. Ah, tout à fait. Et du coup, je suis allée voir justement les infirmières en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'avais cette conscience qu'il y avait eu quelque chose. Quoi? Je ne savais pas. Et elle m'a dit bon, on va voir, le chirurgien va passer vous voir tout à l'heure. Elle ne m'a pas répondu tout de suite. D'accord. Voilà. Donc le chirurgien est passé en fin d'après-midi avec l'anesthésiste. Ils m'ont dit que je leur avais fait très peur et que j'avais lâché plus de 2 minutes quand même. Donc c'est énorme parce qu'au niveau de l'irrigation du cerveau, il y avait quand même des risques d'anoxie. Je crois que c'est 3 minutes, il me semble. Hein. Oui, mais 2 minutes, c'est énorme quand même. Ah bah oui, c'est les 2 tiers, tout simplement. Hein. Oui, mais je n'ai eu aucune séquelle, de toute façon. Et je n'ai pas du tout eu d'appréhension entre les 2 états. Pour moi, c'était quelque chose, je vais dire de normal. Il n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu d'inquiétude. En fait, on a peur de ça quand on ne le vit pas, quoi. Alors que quand on le vit, ça en devient presque naturel. D'ailleurs, c'est naturel. C'est naturel. Non, je n'ai jamais eu peur de la mort, d'accord. Oui, de par tes croyances, c'est normal. Une éducation, dont on pourra peut-être parler une autre fois. On en parlera un petit peu quand même à la fin. Voilà. J'ai jamais eu peur de la mort. La mort, pour moi, c'est pas une fin, c'est un autre état. Donc je pense que je n'avais pas cette appréhension de partir. Ce qui fait peut-être que je l'ai vécu de façon sereine. D'accord. Mais est-ce que donc dans ton esprit, on va dire ton énergie, ton esprit tout simplement, hein, est-ce qu'il savait qu'il allait se passer encore quelque chose après? Absolument pas. Absolument pas. Donc le cerveau, donc le cerveau, il va falloir que j'abandonne ce côté cerveau. Donc ta conscience n'arrivait pas à se projeter en fait. La conscience ne se projette pas. Donc quand tu étais au-dessus de ton corps, on va dire, tu ne savais pas que tu allais aller plus loin encore. Absolument pas. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Alors nous allons marquer maintenant une petite pause musicale. Alors je vous rappelle qu'en fin d'émission, vous pourrez poser vos questions à Eliane, qui se fera un plaisir d'y répondre. Et pour ce faire, il vous suffit donc soit d'envoyer un SMS au 06 98 80 40 37, ou alors utiliser le player de la radio pour y inscrire vos questions. Voilà, en fin d'émission, en toute dernière partie, nous y répondrons. Enfin, pas moi, mais Eliane, qui s'y fera un plaisir. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve donc pour la deuxième partie de notre émission consacrée au NDE avec Eliane, une expérienceuse, je crois que c'est comme ça qu'il faut dire, hein, l'expérienceuse de cette fabuleuse expérience de vie, on va dire. Voilà, oui, j'ai une question à te poser, Eliane, concernant donc le fait que lorsque tu étais au-dessus de ton corps, est-ce que tu t'es senti aspiré, projeté, ou est-ce que tu as tourné autour de ton corps, ou est-ce que tu es resté en position fixe? Alors, absolument pas. J'ai pas du tout l'impression d'être dans un mouvement, ni d'aspiration, ni quoi que ce soit. Les choses, en fait, se déroulaient de façon très naturelle. C'était très doux. Il n'y avait pas de mouvement en particulier. Il y avait des changements de vision, je dirais, donc de cette partie où je me sentais assise à la tête du lit, puis après, à plat ventre, au-dessus de tout, enfin à plat ventre. J'étais au-dessus, à voir tout ce qui était en dessous,
Mais à aucun moment j'ai eu l'impression d'être aspirée même dans un simple mouvement. Et tout me paraissait naturel en fait. Je me suis même pas posé la question qu'est-ce que je fais au-dessus de tout ça. Il y a juste la sensation du mouvement que j'ai eu, c'est au moment où j'ai voulu regarder la photo de mes enfants. D'accord. Voilà. Il y a pas mal de personnes qui parlent du fil d'argent. Est-ce que tu as été consciente de cela ou pas? Non, par contre, j'avais la sensation d'être à la fois matérielle, donc celle que je voyais en dessous, qui était là, qui avait l'air de dormir, qui était branchée de partout, et à la fois chaude et légère, sans sensation de chaleur. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça. C'était doux et confortable, c'était agréable. C'était vraiment deux choses complètement différentes. La pesanteur d'un corps, inerte, et une puissance, une présence très forte, sans sensation d'être matérialisée. Je sais pas si j'exprime bien. Allez, on va essayer d'imager ça. C'est comme si je voyais ton corps, on va dire, avec un petit nuage au-dessus, et comme si le petit nuage qui est au-dessus, donc on va dire c'est ton esprit, est relié à ton corps. Donc on va dire que l'esprit c'est quelque chose qu'on peut pas toucher, c'est pas palpable. Donc c'est pour ça que je le symbolise en petit nuage. Et pour moi c'était plus dense qu'un nuage. Oui, parce que apparemment dans les croyances les plus lointaines, comme en Égypte par exemple, l'âme pèse 22 grammes, je crois. Donc, oui, alors qu'un nuage c'est léger. Enfin, je sais pas comment on peut peser une âme, hein, parce que voilà. Non, la sensation, c'est cette sensation d'être pleine vraiment de quelque chose de fort, sans avoir la sensation d'un corps. Quand on est dans notre corps, on a bien cette sensation d'être matérialisé. On a bien une sensation de poids et de présence, hein, de vibration, je dirais, oui, qui font que on se matérialise. Je donnerais par exemple l'exemple d'un rocher qui est matérialisé de façon très dense. c'est clair. Nous, il est matérialisé de façon moins dense. Oui. Et là, cette immatérialité, je pourrais dire, avait une force de présence sans en avoir le poids. Voilà. Est-ce que c'est clair comme ça? Oui. Alors, ça m'amène à te poser une autre question, en fait. Alors, on va imaginer que ton corps, ton esprit monte, plane au-dessus de ton corps. Est-ce que cet esprit-là est capable de ressentir le toucher? C'est-à-dire que si les contours de ton énergie touchaient, par exemple, le mur, est-ce que tu aurais pu être consciente de toucher ce mur, par exemple, le plafond, quoi? Alors là, je n'ai aucune idée parce que j'ai pas eu cette sensation-là. Par contre, j'avais l'impression d'être très présente à l'intérieur. J'ai pas eu cette sensation de matière éthérée. J'avais l'impression d'être pleine. D'accord. En fait, c'est vraiment ce que certaines personnes disent. Hein. On fait partie d'un tout, en fait. Oui. Ah oui, mais ça, j'en suis persuadée depuis toujours. Ah oui. C'est encore plus évident quand tu le racontes, quoi. Parce que tu es pleine, mais tout ce qu'il y a autour est plein aussi, donc voilà. Oui, j'ai pas eu l'impression d'être séparée de quelque chose, mais d'être deux états différents au même moment. Ah, c'est quand même fort. Hein. Oui, c'est très fort. Après coup, oui, parce que quand on l'a pas compris, quand on l'a juste simplement vécu comme ça, il y a l'incompréhension, il n'y a même pas le questionnement d'ailleurs, je crois. Hein. Tout ça, ça vient après. Mais c'est très fort parce que même plus de 20 ans après, j'ai toujours cette imprégnation de cette sensation. Oui, et donc quand tu étais en train quand ton esprit planait, est-ce que tu as vu les médecins s'affairer, essayer de te réanimer ou quelque chose, ou est-ce que eux, de leur côté, voyaient que tu partais? Il y avait vraiment tout le staff qui était là. Je voyais le matériel, je les entendais. J'avais l'impression de leur dire mais non, ne me faites pas ça, vous allez me faire un bleu. Ils ne m'entendaient pas et moi j'entendais tout et je voyais tout. Si j'avais été présente juste à côté d'eux, ça aurait été exactement la même chose. Bah oui, mais d'autant plus que tu étais dans le milieu médical, donc tu savais de quoi tu pensais. Voilà, en fait. alors c'est pour ça que j'ai eu un moment donné, après cette expérience, après même qu'on m'ait dit que j'avais lâché quand même pendant 2 minutes et qu'ils avaient eu peur de me perdre,
je m'étais dit que inconsciemment, j'avais dû entendre tout ça et que j'avais fait la relation, puisque moi j'ai été 10 ans, donc infirmière en bloc opératoire, assistante opératoire. Je me suis dit que j'avais fait l'association entre les bruits, le mouvement, et que j'avais imaginé. Ah, bah alors Elgane, je vais te remercier parce que tu me donnes l'occasion de remercier les gens, enfin les infirmières qui s'occupent des patients dans les hôpitaux. Parce que j'ai été opéré du cœur il y a quelques années. Et ce sont des gens formidables. Des gens formidables qui s'occupent vachement bien de leurs patients, quoi. Effectivement, je crois que le corps médical n'est pas suffisamment remercié pour ce qu'il fait, parce que les gens n'ont pas la conscience du travail et d'imprégnation et de l'intérêt qu'ils peuvent avoir pour les patients. Hein. Mais ça, c'est une aparté, mais qui était importante à faire, je pense. Bah oui, d'autant plus que on connaît une médium, Christelle Dubois, qui elle accompagne les personnes en fin de vie. Et donc je crois que c'est aide-soignante qu'elle est. Et je trouve que c'est encore autre chose. Elle les accompagne, on va dire à la mort, mais enfin on va dire dans l'autre vie, quoi. Et les infirmières, ils ont aussi le comment dire ça, le plaisir de pouvoir accueillir quelqu'un qui revient de son opération, en fait. Oui. C'est quand même quelque chose c'est formidable, quoi. Je sais pas. Moi, j'ai été vachement bien traité, quoi. Tu vois, et encore, je dis traité, le mot n'est pas bon. On m'a dorloté. C'est un sacerdoce. Ah, c'est clair. Tu sais, c'est exactement la phrase que j'emploie. C'est pas un métier, c'est un sacerdoce. Parce qu'il faut vraiment aimer les gens pour faire ce métier. C'est pas au sens où on se dévoue à la cause de l'autre, c'est que on est dans l'amour de l'autre, je crois. Enfin, moi, je parle pour moi dans la mesure où j'ai été dans cet état de l'autre côté, on va dire, en tant que soignante. On reçoit énormément aussi quand on donne. Et je crois pas qu'on est soignant par hasard. Mais c'est clair. Alors souvent, mais bon, on va pas débattre. Enfin, débattre, c'est même pas un débat. On va même pas discuter de tout cela parce que il faut qu'on revienne un petit peu au fil de notre émission quand même. Mais c'est vrai que c'est vrai. Il faut remercier et on peut applaudir tout le personnel soignant. Hein. Oui. Voilà, on va quand même revenir dans ta chambre parce que sinon on va passer la soirée à remercier. Mais en même temps, c'est mérité, on va dire. Hein. Voilà. Alors, on revient quand tu es, on va dire que tu es au-dessus de ton corps et tu te sens, il y a quelque chose qui bouge au-dessus là. Oui, mais je t'ai dit, donc je n'ai pas cette sensation d'être un nuage, d'être éthéré. Voilà. J'ai la sensation d'être deux dans un état différent. D'être toujours moi, mais dans deux états différents. Avec pas du tout la conscience de ce qui est en train de se passer. Oui. Alors, est-ce que toi tu as vu le tunnel et si oui, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce tunnel? Alors, je ne dirais pas que c'est un tunnel. Je ne sais pas comment je pourrais le définir. Je te disais tout à l'heure que la seule sensation de mouvement que j'ai eue, c'est au moment où je me suis retournée, puisque j'ai eu la sensation de me retourner, puisque j'étais à plat ventre, en sens inverse sur le lit, et que la photo de mes enfants était sur la table de chevet, donc à la tête du lit. Donc, j'ai eu cette sensation de me retourner pour voir la photo de mes enfants. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression comme si j'étais sur un chemin, avec une lumière qui était à la fois très forte et pas du tout éblouissante, mais qui était, tu vois, une perspective à l'envers, en fait. Dans un tableau, dans la perspective, c'est beaucoup plus large devant et petit derrière, alors que là, c'était le contraire. J'avais l'impression d'être sur un chemin très mince, pas large devant, qui s'ouvrait de façon conique, très importante vers quelque chose de très lumineux. Je ne dirais pas un tunnel, parce que je n'avais pas l'impression qu'il y avait quelque chose au-dessus. Au contraire, j'avais l'impression que je rentrais dans un tout fait de lumière, mais de la lumière, je ne sais même pas, c'est entre l'or, le blanc, quelque chose d'indéfinissable, en fait. Qu'on peut pas décrire, en fait. Non. Une sensation de lumière qui n'éblouit pas, une sensation de chaleur qui ne chauffe pas, une sensation de bien-être sans flotter,
et une conscience qu'il y a quelque chose là. Je ne sais pas si j'explique bien. Oui, ce chemin-là, il était comment? Il était verdoyant? Il était, ou c'est pas ou c'est un chemin aussi que tu peux pas décrire? Cette impression d'un chemin qui était en train de s'élargir, mais fait de lumière. Je ne voyais rien autour. J'avais l'impression de rentrer dans quelque chose, en fait. C'était un chemin sans être un chemin. Je rentrais dans quelque chose. Et c'était vraiment agréable. L'envie de se faire bercer, en fait, quelque part. La plénitude, le bien-être, quoi, donc, tout simplement, non? Non, complètement. Et sans me poser de questions, mais ça je le dis maintenant, mais parce que je me suis, après, en essayant de comprendre ce qui s'était passé, je me suis dit, mais je ne me suis même pas posé de questions sur ce qui se passait. D'accord. Mais c'est marrant, donc parce qu'il y a certaines personnes qui parlent du tunnel, d'autres non, en fait. Donc, en fait, tu étais entouré de rien du tout, tu étais simplement sur un chemin, quoi. Oui, j'avais l'impression au tout début que c'était un chemin qui s'élargissait, et en même temps d'être dans quelque chose. Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Il n'y avait pas de direction particulière. Pourtant, c'était en avant quelque chose qui s'ouvrait comme un chemin qui s'élargissait, mais fait uniquement avec cette lumière, là, je te dis, indéfinissable comme couleur, entre l'or, le blanc. Il n'y avait pas de scintillement, c'était de la lumière pure, je dirais, de la lumière pure. D'accord, mais non éblouissante, elle faisait pas mal aux yeux, quoi, en fait. Absolument pas. Ni éblouissante, ni chaude, alors que ça donnait une sensation de chaleur et de bien-être. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est marrant quand même, parce que tu vois, on parle de voir, je parle de lumière qui ne fait pas mal aux yeux, alors que finalement, tu n'as pas d'œil, vu que tu es juste conscience. Oui, mais on ne voit pas qu'avec les yeux. Tout à fait, l'important est vu avec le cœur, c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Le cœur, mais il y a aussi la vibration, il y a aussi la sensation. Notre corps est un récepteur. On n'est pas uniquement des sens, hein. On n'a pas que l'ouïe, l'odorat, le toucher. Notre corps est un récepteur en permanence avec toutes les vibrations qu'on peut capter par l'extérieur. Ah, mais ça, pour moi, c'est une évidence. Voilà. Ah oui, oui. Donc, tu es rentré dans cette lumière, alors? Ah, mais j'étais baignée dans cette lumière, oui. Je suis baignée parce que j'avais l'impression, je ne sais pas si je peux me rappeler de ma vie de fœtus, mais si je pouvais donner une définition, c'est la sensation d'être dans le ventre d'une mère. Mais c'est marrant parce que en fait, quand j'écoute ce que tu as décrit, en fait, on a l'impression que c'était comme une sorte d'accouchement. Le chemin, on pourrait dire que c'est le vagin, et tu sors du vagin pour arriver. Non, tu rentres dans le vagin, pardon, pour arriver dans le ventre de ta mère. Et bien, ça pourrait être une bonne définition. Ça pourrait être. Et en fait, c'est un retour aux sources, si on peut dire. Alors moi, je dirais un retour à la source. Un retour à la source, tout à fait. Tout à fait. Enfin, je vois ça comme ça. Enfin, d'après ce que tu me décris, je l'analyse un petit peu dans ce sens-là, quoi. Oui, c'est un retour. Ça pourrait être dit de cette façon parce que oui, c'est une sensation de retourner dans le ventre de la mère quelque part. C'est formidable, c'est waouh. Ah oui, mais même encore plus de 20 ans après, j'en parle, je dirais pas avec émotion, mais avec gratitude. Et en fait, le bébé, où c'est qu'il est le mieux sinon dans le ventre de maman? Mais oui, mais l'eau de la vie, l'eau de la vie et l'eau de l'art. C'est clair, ça se rejoint. Hein. Tout à fait. Mais tu vois, les émissions, au fur et à mesure qu'on les fait, ça m'apprend des choses et ça me permet de réfléchir. J'espère que les auditeurs, c'est pareil pour eux, quoi. Parce que c'est quand même, c'est beau, quoi. Oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Voilà. Alors, donc, tu es dans la lumière et après? Et après, là, j'ai l'impression que j'ai une part de ma conscience qui revient, je veux dire. Je suis plus dans cette espèce de béatitude, on pourrait dire ça comme ça, béatitude, parce que tu cherches rien de plus, c'est tellement bien que ça suffit en soi-même. Mm-hmm. Et j'ai eu la vision de mes deux enfants sur cette photo, qui sont apparus en plein milieu de cette lumière. Quand j'en parle après, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu vois les panneaux d'école où tu vois deux enfants qui traversent. Oui, tout à fait, oui. Alors, il y a un garçon qui tient la main à une petite fille. C'est bien de ces deux enfants
qui sont là dans la lumière. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais non. J'ai mes enfants, ils ont besoin de moi. Voilà, je ne peux pas continuer. J'ai mes enfants, je ne peux pas continuer. Donc là, tu es arrivé, on va dire que tu es arrivé au bout. Tu es arrivé au bout. Boum, tu pouvais pas aller plus loin parce que, en fait, tu t'es dit, j'ai mes enfants, j'oublie mes enfants, j'ai pas le droit d'oublier mes enfants. En gros, c'est ça, hein. Tout à fait. J'étais seule avec mes enfants à cette époque-là. Donc mes enfants avaient besoin de moi, comme j'avais besoin d'eux, bien évidemment. Et je ne pouvais pas laisser ces enfants-là. Donc cette lumière, elle était belle et tout, mais voilà, je n'avais pas fini ce que j'avais à faire ici. Et mes enfants étaient là et je ne pouvais pas continuer. Donc ça veut dire que malgré tout, dans un côté positif quand même, hein, la conscience a quand même le pouvoir de discernement alors. Moi je dirais que le conscient et l'inconscient sont liés, quoi qu'on en dise. On veut absolument séparer le conscient et l'inconscient. Pour moi, il y a un lien qui est toujours là, jusqu'à un moment soit de dématérialisation, soit de choix. Oui, je crois qu'à ce moment-là, on a encore le choix. Donc ça rejoint bien ce que je disais, c'est que pour avoir le choix, il faut pouvoir discerner de façon à faire le bon choix, parce que sinon on peut se tromper. Alors, est-ce qu'il y a un bon choix, est-ce qu'il n'y a pas un bon choix? Je crois que nous avons tout simplement le choix à un moment donné, et que nous avons un pouvoir de décision qui nous appartient en fonction des choix que l'on fait. Ce choix-là, pour moi, il était viscéral. Ah ben c'est humain, c'est humain. Donc, il n'y a pas de dissociation, il y a toujours une connexion. Hein. C'est ma façon de penser, et après, chacun le vit et le pense comme il veut. Ah ben oui, heureusement encore. Oui, heureusement, chacun est libre de soi. Pour moi, il n'y a pas de dissociation entre le conscient et l'inconscient. Oui. Il n'y a pas la conscience de l'association, je dirais. Ça peut paraître un peu tordu comme raisonnement, mais on est toujours lié entre le conscient et l'inconscient. On est enraciné, hein, faut pas oublier. Oui, il doit y avoir des passerelles, je pense. Il y a des passerelles, si on peut dire comme ça. Je dirais qu'il y a des passerelles ou des états, états différents. Il y a des états de conscience différents. Il y a, à travers cet inconscient aussi, on apprend pour notre conscient. Hein? C'est clair, oui, c'est vrai. Quand on parle de la petite voix intérieure, ou des rêves, ou des sensations qu'on a pu avoir, ou l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose, enfin, il y a cette part d'inconscient qui nous parle. Et je dirais, bon, on peut dire que c'est l'imagination qui fait que... Oui. Imagination, ça veut dire l'action dans l'image. Donc je crée à travers ce que j'imagine. Mais cette imagination, elle vient bien de quelque part. Mais de la conscience ou de l'inconscient? Moi, je dirais que c'est l'inconscient qui nous offre ces images pour qu'on les crée. Oui, les deux travaillent en synergie, on va dire. Complètement. Pour moi, il n'y a pas de dissociation. Et la dissociation vient au moment où on a fait le choix. Oui, parce qu'on part d'un côté ou de l'autre, en fait. Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas un côté ou de l'autre. Hein. On est chacun un fil d'un remplissage. Il y a un changement d'état qui est permanent. Hein. On passe du matériel à l'immatériel et à travers l'énergie, à travers tout ce qui est, on peut être rematérialisé différemment. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais j'avais pas, par contre, cette conscience de cette beauté du passage. Oui. On va marquer une seconde pause et on se retrouve de suite après. N'oubliez pas de poster vos questions sur le player du site de la radio. Et sinon, un SMS au 06 98 80 40 37. On se retrouve tout de suite après la chanson. À tout à l'heure. Nous arrivons à la troisième partie de notre émission consacrée à l'au-delà et au NDE. Je dis au-delà parce que nous avons été faire un petit tour à la source avec la NDE et Eliane et nous avons le plaisir de la retrouver. Alors Eliane, on est dans cette lumière et que t'arrive-t-il après alors? Oui, donc après ça, plus rien. Je me réveille, alors apparemment pas mal de temps après.
Et là, j'ai la conscience de quelqu'un à côté de moi. Donc, il y a une infirmière. Et la première chose que je lui demande, c'est à quelle température je suis. Alors, pourquoi Oui. je n'en sais rien. Sans doute que j'avais gardé la conscience d'avoir eu très froid. Et là, elle me dit, ça va, tout va bien, vous pouvez vous rendormir. D'accord. Mais tu n'as pas eu du tout la conscience du chemin retour, en fait? Absolument pas, plus rien. Tu es parti de la Rien. lumière, pouf, et tu es arrivé tu es arrivé dans ton corps, en fait. Oui, et alors pas du tout de conscience de quelque chose de violent, ou d'un retour, ou d'être aspiré en arrière. Absolument rien. Il n'y a plus rien du tout, en fait. C'est marrant, quand même. On va d'un point A à un point B, on prend le chemin, on le voit, on le visualise, on le vit, et au retour, rien. Instantané. Pour ma part, oui. Ça a Bah été oui, comme c'est quand même bizarre, quoi. Ça fait drôle, hein. Non, parce que tu n'en as pas. Alors là, tu n'en as pas la conscience, en fait. Oui. Mais Tu te retrouves dans un état physique matérialisé, sans avoir eu la conscience de ce qui vient de se passer. Parce qu'il y a plusieurs expérienceurs qui se sentent aspirés vers leur corps, quoi, après. Alors moi, j'ai pas eu ni d'aspiration vers l'avant, ni d'aspiration vers l'arrière. En fait, tout s'est fait de façon, je vais presque dire naturelle. Bah oui, bah je pense que c'est un peu ça, hein, c'est même ça. Et alors, qui était cette personne-là qui était donc à côté de toi? Une infirmière. D'accord. C'est pas, elle surveillait. Donc en fait, le personnel médical savait que tu allais revenir à toi. En fait, il savait que c'était gagné en fait. Je pense qu'il savait que c'était gagné, parce qu'il n'y avait plus qu'une seule personne. Bah oui. Donc c'est que. Il a dû y avoir certainement un temps entre le moment où je suis revenue et le moment où j'ai pris conscience que j'étais là. Bah, j'imagine bien parce que il y a un moment où un moment T où le chirurgien ou je sais pas comment on appelle, qui c'est qui s'occupe des personnes qui se réveillent ou mais l'anesthésiste a dit bon bah c'est bien, elle va mieux et elle va se réveiller. Et toi entre-temps tu réintègres ton corps. Alors j'ai dû avoir une phase de sommeil profond, peut-être provoquée par les médicaments ou simplement la fatigue de tout ce qui s'était passé, parce que j'étais très fatiguée du fait de l'opération, du fait aussi d'une perte importante de sang, et puis tout ça. Je pense que j'ai dû là tomber dans un sommeil profond. Oui, mais là pour le coup tu étais dans ton corps, dans ta chair. Totalement matérialisé. Ah oui. Avec des douleurs, sans douleur, c'était comment? Non, parce que je devais être vraiment sous antalgique assez fort, donc il n'y avait pas de conscience de douleur. D'accord. Et donc l'expérience là pour le coup était terminée en fait. C'était terminé, oui. La seule chose qui m'importait, c'est de savoir à quelle température était mon corps. C'est marrant hein, quand même. Hein. Et C'est un marrant, peu le mais style, c'est ça qui me fait rire. À quelle température est mon corps? Ça fait penser un petit peu, le bébé pèse combien? Peut-être aussi. Bah, ça me fait penser à ça en fait. Hein. Peut-être. Oui. Et alors il était à combien ton corps alors? Alors on m'a dit 35,6. Parce que c'est marrant parce que je m'en rappelle vraiment. 35,6, je me suis dit c'est bon. Pourquoi au-dessous de 35,6 c'est le corps Non, c'est pas, déjà 35 c'est pas top. Oui. 35,6 pour moi c'était bon. Voilà, je me rappelle juste de me dire c'est bon. Voilà. Oui, en fait c'est là que tu as pris conscience que tu étais sauvé en fait. J'ai pas eu l'impression d'être perdue. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai, oui, c'est moi qui délire là, hein, pour le coup. Ben, non, tu délires pas, mais on pourrait dire, oui, effectivement, je suis sauvée. Sauvée de quoi? Non, j'ai pas du tout eu l'impression d'être perdue, donc j'étais sauvée de rien. Bah oui, oui, intégré tout à fait. un corps sans avoir conscience, on est parti à ce moment-là. Bah oui, Mais c'est après, hein, que j'ai eu enfin, j'avais quand même cette sensation, pas tout de suite, parce que j'étais un peu, je pense, dans le coltard, comme on dit. C'est 3 jours après, vraiment, où j'ai pu me lever, où j'ai pu un peu émerger physiquement, enfin reprendre des forces. Voilà, où là, j'ai voulu savoir ce qui s'était passé, parce que j'avais quand même la conscience qu'il s'était passé quelque chose.
Ben justement, quand on parle de ce qui s'est passé quelque chose, est-ce que tu sais le pourquoi de cette ENDE? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait cette ENDE? Parce que j'imagine qu'il y a quelque chose qui a lâché dans ton corps pour que tu fasses ça, ou tu n'as pas supporté quelque chose, je ne sais pas. J'ai perdu énormément de sang, Oui. donc j'ai chuté en température, donc j'ai fait un choc post-opératoire, donc ce qui fait qu'il y a eu tout cet enchaînement en fait. C'est fou, comme quoi la vie ne tient pas à grand-chose, hein, enfin, la vie physique. La vie tient à un fil. Ah oui, la vie, oui, ça tient à un fil en fait. Hein. Et nous sommes un fil dans le grand tissage. Comment? Nous sommes un fil dans le grand tissage. Ah oui, mais c'est clair, bah oui, on fait partie d'un tout, donc forcément on est un maillon de quelque chose, mais un maillon au milieu de plein de maillons en fait. Moi je ne dirais pas un maillon, parce qu'un maillon t'attache à quelque chose. Oui, enfin, c'est dans l'image, on va dire, c'est plus dans l'image, oui, c'est vrai. Voilà, un fil dans un tissage, il passe au-dessus, en dessous des autres fils, il fait une trame, il fait un grand tissu, et quand le fil s'en va, il vibre. Tous ceux qu'il a pu côtoyer vibrent de sa mémoire, un autre fil va le remplacer, mais voilà, il peut partir sans complètement défaire cette trame. Oui, c'est vrai. C'est pas bah oui. Oui. Mais c'est plus une image philosophique quand même. Hein. C'est une philosophie, tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que toi tu retiens de cette expérience? Alors, ce que j'en retiens, c'est que j'ai eu envie de la recommencer. Voilà, je voulais en venir à ça parce que tu m'as parlé que tu avais fait 2 autres NDE. Voilà. J'ai eu pas mal d'interventions chirurgicales. Et donc, celle qui a suivi quelques années après, donc on a fait une plastie abdominale. Et il faut savoir que je réagis très mal aux anesthésiques, que je tombe très vite en hypothermie. Donc, je savais que les conditions, là je le savais, hein, que les conditions opératoires pouvaient m'amener encore à lâcher prise. J'ai eu lâcher prise parce que c'est quelque part aussi un lâcher prise. Et là, je l'ai demandé. Alors, ça paraît aberrant hein, de dire elle demande à partir. Non, je n'ai pas demandé à partir. J'ai demandé à revivre cette expérience parce que ça m'avait tellement imprégné de quelque chose de fort, d'indéfinissable et en même temps qui remplit tellement et qui change toute ta vie aussi, hein, derrière, il faut le savoir. Ah, mais c'est clair, justement, on va y venir tout à l'heure. Et donc, j'ai demandé à revivre cette expérience en me disant, eh bien, si ça doit se faire, ça va se faire. Et puis, si je l'ai imaginé, eh bien, ça ne se fera pas. Et puis, voilà, bon, je n'attendais pas particulièrement, j'avais une demande. On y répondait, ou on n'y répondait pas, tout simplement. Et on m'a accordé ce bonheur. Et j'ai de nouveau fait une hypothermie, un choc post-opératoire. Et là, j'ai pu parler avec l'anesthésiste qui m'a dit que oui, j'étais descendue à 35. Et c'est rigolo parce que j'ai toujours cette température comme référence. Comme référence. Hein. Voilà, oui. Si je suis en dessous, c'est même plus la peine. Si je suis au-dessus, c'est bon. Ben voilà. Oui, c'est marrant. C'est le bébé qui pèse combien? C'est marrant quand même. Je ne sais pas. Écoute, ça c'est mon expérience. Peut-être que d'autres l'ont vécu. Ah bah je pense que c'est un peu comme des empreintes digitales. Chacun vit sa propre expérience. Oui, et chaque expérience, même si elle est différente, se rejoint. Oui, tout à fait. Et enrichit aussi ce que l'on est, parce que voilà, c'est quelque chose de riche qui laisse une empreinte. Hein. Ah oui, mais toi, hormis la photo de tes enfants, tu n'as pas vu de guide ni de personnes disparues auparavant de l'autre côté? Non, du tout. Au cours des trois NDE, non? Non, du tout. D'accord, bah c'est que c'était pas le moment. Les deux autres que j'ai fait, bon, c'était pareil. Hein, je ne vais pas m'étendre sur chaque opération, mais le processus a été le même avec cette lumière. Beaucoup moins longtemps, pas avec le passage, je suis au-dessus de mon corps, je reviens, je fais des choses. Non, un instant de lumière. On m'a offert et accordé un instant de lumière, en fait, je dirais. Bah oui, mais tu es allé le chercher aussi en même temps. Pardon? Tu es allé le chercher, quelque part. Demandé, je l'ai demandé. Oui, bah demander, c'est chercher quelque part. Hein. Non, on me l'accorde, je ne suis pas allée chercher quelque chose. Ah oui, c'est vrai, oui, tu as raison, oui. On me l'a accordé. Pour moi, c'est différent, je ne suis pas allée chercher quelque chose, ce n'est pas... Tu as demandé, on t'a dit oui, voilà. J'ai demandé si on pouvait me l'offrir comme un cadeau, que je le recevrais comme un cadeau, voilà.
C'est bien. cadeau, alors là, je vais peut-être faire un jeu de mots, mais le K-A, c'est l'esprit aussi, chez les Égyptiens. Et je parle d'un cadeau, de façon volontaire. Parce Et que pour moi, l'eau, c'est moi forcément. offert. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Moi, je dis marrant, c'est quand je suis surpris, en fait. Hein. C'est une manière de parler. Et est-ce que ça t'a cette expérience, parce c'est pareil, là, il y a pas mal de personnes qui reviennent donc de ces NDE avec un état d'esprit complètement changé et parfois des dons de médiumnité ou des choses comme ça qui se développent. Alors, ces dons de médium, on peut dire don parce que ça aussi c'est un cadeau. On est tous un médium quelque part. Après, on s'ignore ou on en a peur ou peu importe. Mais moi très tôt, je l'ai eu ce don-là. Hein. Et donc ça ne me faisait pas peur ce passage. Ça ne me faisait pas peur. J'ai peut-être une autre vision de ce que peut être le passage du matériel à l'immatériel. Par contre, oui, ça change la vie parce que tu prends une conscience que ce en quoi tu crois existe. Oui. Et que la vie est un cadeau magnifique. Mais donc tu l'appréhendes maintenant, tu l'appréhendes d'une manière différente quand même. Je l'appréhende d'une manière différente. Même si je n'avais pas peur du passage de cette vie matérielle à autre chose, je me suis rendu compte que la vie matérielle, cette vie ici, maintenant, est un cadeau magnifique. Et que ce que l'on met dans cette vie, on va aussi l'emmener vers la lumière. Et on va pouvoir partager cette lumière qu'on met en nous, en étant ici et maintenant matériel, on va pouvoir partager cette lumière après et rajouter à la lumière. Ça, c'est ma conviction. Oui, c'est mettre de la lumière à la lumière, en fait. C'est ce que tu veux expliquer. Et la vie est un très beau cadeau. Donc, on n'a pas le droit d'en faire n'importe quoi. Bon, on est là pour apprendre en même temps. Hein. Bien sûr. Voilà, on est en apprentissage perpétuel. Voilà, heureusement. je pense que... Heureusement. Oui, bah oui. Mais il faut prendre conscience, et je crois que cette expérience fait prendre conscience que notre vie, on n'a pas le droit d'en faire n'importe quoi. Bah, là, tu vois les deux côtés de la vie, en fait, parce que bah, il y a juste un chemin entre les deux. Donc il y a la vie ici et la vie à côté. Je ne dirais pas qu'il y a un chemin entre les deux, je dirais que c'est un chemin sur lequel on chemine de façon différente. Mm-hmm. Le chemin qui est ici de façon matérielle, il y a des pierres, il y a des buissons, il y a des gués à traverser. Et puis quand on a traversé tout ça, l'autre partie de ce chemin se fait d'elle-même. Oui, c'est clair. Oui. On n'a plus à intervenir. Bah oui. C'est un accueil qu'on nous fait. Et je dis souvent, il est parti vers l'autre rive, pour quelqu'un qui est parti, parce que c'est pas un autre monde, c'est l'autre rive de la même rivière. C'est marrant, l'autre rive de la même rivière. Oui. En fait, oui, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu as des choses à conseiller à certaines personnes, des livres ou des sites internet Alors là, où tu te retrouves, quoi, quand même? Écoute, à part ce livre que j'ai lu pratiquement 3 ans après la première NDE, je n'ai aucune culture, ni des témoignages, je n'ai pas cherché. Je n'ai pas cherché parce que j'ai cette conviction au fond de moi que ça existe. De par ta vocation, on va dire. Vécu. Et j'ai pas besoin de lire pour en être convaincue. Donc, c'est peut-être idiot, mais je n'ai rien à conseiller à qui que ce soit parce que je ne sais pas. Je n'ai pas lu d'autres ouvrages. Donc, bah c'est aussi une forme d'humilité ce que tu donnes là, hein, en disant je ne sais pas. oui, C'est Gabin dans sa chanson qui dit maintenant je sais qu'une chose, c'est qu'on ne sait jamais. Mais tout à fait. J'ai pour habitude, on parlera peut-être de ça une autre fois, mais de dire aux gens, si tu veux accéder à la connaissance, accepte de ne rien connaître. Oui, mais en même temps, le fait de ne rien connaître, ça laisse la porte ouverte à la connaissance. Tout à fait. Ben et oui. la connaissance, c'est ce que tu fais à travers ton apprentissage. Mais oui.
Mais en fait, c'est ce qu'on fait toute sa vie, en fait. C'est ce qu'on fait toute notre vie. Et nos expériences, on peut en parler, on peut les partager, mais on est seul à les avoir vécues. Et même si quelqu'un vit une expérience similaire, on a des sensibilités différentes, on a des histoires différentes, on a des appréhensions différentes, on ne vivra pas de la même façon. Bah, chaque personne est une empreinte digitale, en fait. Chaque personne est unique. Oui, Il y a un mot exactement. que j'aime beaucoup, c'est l'unité. Parce que l'unité, ça veut dire un, mais ça veut dire tout. C'est clair. Oui, c'est vrai. L'unité. En tout cas, tu n'as pas de site internet, Eliane? Ah non, j'ai pas Ou de de site blog, internet. ou quelque chose où tu expliques tout ça, non? Non, du tout. Eh ben, dis donc, c'est vraiment tu es vraiment venu par altruisme, mais pur, quoi. Mais écoute, C'est magnifique, tout simplement. il n'y a rien à retirer de tout ça, sinon C'est- le partage. Et Voilà. le partage est un vrai cadeau qu'on se fait aussi. D'accord, mais ben, je prends ça, mais alors comme un véritable gros cadeau, on va dire. Parce Mais, que bah, c'était formidable. Je dis c'était parce que bah, il va falloir qu'on se quitte quand même. oui, bien sûr. Hein, que- On ne va pas tenir toute la nuit. Voilà, on arrive en fin d'émission. Bah, j'espère que vous êtes un petit peu plus éclairés sur les NDE et que bah, nous aurons le plaisir de réinviter Eliane parce que je sais que tu pratiques, que tu es druide. Oui. Et comme ne connaissant rien du tout dans ce domaine, j'aimerais apprendre tout simplement et j'aimerais que tu reviennes nous faire partager un petit peu ces expériences-là aussi. Avec grand plaisir. Voilà. Alors Eliane, je t'embrasse. Et Et, puis, je t'embrasse. Merci à toi de faire ces émissions parce que je pense que ça peut apporter beaucoup à beaucoup de gens. Et puis surtout, que ceux qui peuvent témoigner, qui ont envie de le faire, n'hésitent pas parce que il ne faut pas croire qu'il y a une expérience moins belle qu'une autre. Le fait de partager est un cadeau qu'on fait à tous, un cadeau qu'on fait à soi. Donc il ne faut pas avoir peur, même avec des mots différents, même avec des expressions différentes. Quand on a quelque chose à partager, il ne faut pas hésiter. Mais c'est clair, c'est ce qui fait que quand une personne parle, c'est 100 000 qui avancent. Tout à fait. Voilà, et c'est pas parce que il suffit de bouger un grain de sable. On est sur la plage, on bouge un grain de sable, et ben il y a un truc en chaîne qui se crée. Complètement. Et c'est On plein de est grains sur de un sable qui chemin où bougent. chaque petit caillou est une mosaïque. Voilà. Hein. Donc Et dans chaque grain de sable, il y a la mémoire du monde. Et la mémoire du monde est faite de toutes les mémoires. nous nous retrouvons de suite après cette toute dernière pause musicale. Eliane se fera donc un plaisir de répondre à toutes les questions que vous avez pu vous poser, que ce soit sur le player de la radio ou alors via les SMS au 06 98 80 40 37. Il est encore temps, vous avez encore 2 ou 3 minutes pour nous en envoyer et nous ferons notre possible pour y répondre. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve pour la toute dernière partie de notre émission et on retrouve donc Eliane. Tu as aimé Eliane la chanson là? Beaucoup, si vous me direz rien. Ah, j'adore Luc Arbogast, c'est un petit peu le ménestrel. Alors, on n'a pas eu de questions là, ce soir, donc c'est que tout le monde a bien compris. Tu as été bien clair, je pense. Il y a simplement un mot de remerciement de la part de Scapula. Elle dit merci à Eliane pour ce partage, émission top comme toujours. Merci Jeff, bisous à tous. Voilà. Eh bien, merci à tout le monde aussi. Voilà, donc on va Dommage, j'ai pas pu écouter, mais bon, voilà. On va se quitter. Par contre, je vais te remercier pour cet entretien parce que c'était super sympa. Et merci à toi surtout de faire ces émissions parce que c'est un partage qui peut profiter à tout le monde. C'est un peu le but et c'est de façon à ce que tout le monde comprenne et surtout que les gens qui vivent ce genre d'expérience ne se sentent pas seuls. Parce que souvent on garde ça pour soi et puis ça mine, voire ça ronge l'intérieur et des fois c'est pas bon. Moi j'ai un ami qui a son frère qui a vécu ce genre d'expérience là et qui s'est trouvé tellement bien qu'en fait il a recommencé puis là pour le coup il est vraiment parti quoi. C'est le risque en fait parce qu'on est bien effectivement. Voilà quoi. Donc on va se quitter Eliane. Non pas sans avoir écouté une personne que j'ai rencontrée ce soir sur Internet.
Donc en la personne de Marie-Kay, c'est une auteure-compositeur. Et et en plus, elle est près de chez nous, elle habite du côté de Lorient. Alors je lui souhaite d'avoir au moins le même succès que Nolwenn Leroy, notre brestoise préférée, on va dire, si on peut. Et donc Marie-Kay se produit avec ses 4 musiciens. Et elle fait aussi du piano. Donc je vous invite à aller visiter son site. Ça s'écrit, alors je vais l'épeler parce que pour que tout le monde la trouve. Alors ça s'écrit marickay.net. Donc marickay.net. Donc vous pourrez regarder sa vidéo. Je l'écoutais tout à l'heure. C'est juste génial. Et ça parle des anges. Bon, je dirais pas ce que ça veut dire parce que c'est en anglais. Par contre, sur son site, il y a la traduction du texte et ça c'est formidable. Voilà. Alors je vais vous laisser en compagnie de Marie-Kay. Ça va nous servir de générique. On va l'écouter jusqu'à la fin parce que il faut faire honneur aux personnes et surtout les personnes qui débutent parce que c'est son premier single en plus. Donc je vais vous demander de l'encourager et puis au minimum d'aller visiter sa page quoi. Ce serait vraiment fantastique. Voilà. Alors, je vous embrasse tous, toutes et je vous aime comme d'habitude. Je t'embrasse Eliane. Moi aussi, je vous embrasse. Et je te dis à très bientôt. On va parler la prochaine fois que tu viens, on parlera des druides. Tout à fait. D'accord? Entendu. Voilà, je t'embrasse, j'embrasse tout le monde et puis je vous laisse avec Marie-Kay. N'oublie pas le site marickay.net, marickee.net. Salut, à très bientôt et surtout bonne fin de soirée.